Alors, notre discussion aujourd'hui va porter sur les nouveaux moyens de paiement. Sont-ils un moyen de remédier à la fraude, en tout cas de la limiter lors de nos achats en ligne? On en parle avec deux expertes. Lisa Lashkar en plateau avec moi, directrice du développement commercial France de Riskify, qui est une entreprise qui propose une plateforme technologique basée sur le machine learning pour permettre aux commerçants d'identifier les personnes derrière chaque interaction et donc de réduire au maximum les incertitudes et les risques de fraude. Et puis par Skype, nous sommes connectés avec Stéphanie Biron, qui est ingénieure de formation, cofondatrice de la néobanque Prismea, qui a été créée dans le cadre d'un programme d'interpreneuriat au sein de la Société Générale, du groupe Société Générale. Mais depuis, cette fintech a vécu sa vie. Elle s'adresse plus particulièrement aux PME qui veulent ouvrir un compte professionnel en ligne, mais désormais, il s'agit d'une filiale du Crédit du Nord. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup de participer à ce talk sur la sécurisation de nos moyens de paiement. On est dans une période assez cruciale puisque ce sont les fêtes qui approchent et que de nombreux achats se font en ligne aujourd'hui. Alors, on va peut-être commencer ensemble, Lisa Lashkar, sur cette fraude. Comment est-ce qu'on peut la définir? Quels sont les différents types de fraudes que l'on rencontre aujourd'hui dans le cadre du e-commerce? Alors, dans le cadre du e-commerce, on doit dire aujourd'hui que le spectre s'élargit. On a d'abord des fraudeurs qui sont de plus en plus sophistiqués, des réseaux qui s'organisent. On voit sur le dark web notamment des échanges entre fraudeurs, des astuces, des guides pour devenir fraudeur même, assez facile d'accès. Nos équipes passent d'ailleurs beaucoup de temps sur le dark web pour essayer de monitorer cette activité. Et puis vous avez aussi avec l'avènement du e-commerce, des acheteurs légitimes, des fraudeurs opportunistes. C'est-à-dire un fraudeur opportuniste, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, un exemple, pendant la crise du Covid, les gens qui avaient acheté des billets d'avion et qui n'ont pas pu se faire rembourser en temps et en heure, ont appelé leur banque en disant « ce n'était pas moi qui ai passé cette commande, je fais opposition à la transaction ». Donc, ils soumettent un chargeback, ce qu'on appelle un chargeback auprès de leur banque, à la charge du marchand. Mais c'était bien eux derrière cette transaction. Donc, c'est des clients qui trouvent une brèche. C'est plutôt, oui, c'est ça, de la malhonnêteté que du professionnalisme dans la fraude. Donc, vraiment, on a un spectre très large entre les fraudeurs dont c'est le métier et puis les acheteurs légitimes qui arrivent à trouver une brèche. On a vu aussi pendant le Covid les livraisons sans contact. On ne demande pas de signature à la livraison. On peut toujours dire qu'on n'a pas reçu le colis, que le voisin l'a volé. Et puis c'est assez facile, on se fait rembourser et on a le colis. Alors là, clairement, il n'y a pas d'outil de détection possible contre ça. Si, parce qu'on peut quand même voir et aller contester ces impayés, ces chargebacks. Donc, avec ce large spectre, il faut avoir des outils hyper performants qui permettent de détecter tout type de fraude. Et c'est là le challenge pour les marchands e-commerce. Parce que la fraude, c'est facile à éviter. On peut bloquer toutes les fraudes, mais on peut aussi perdre 50% de son chiffre d'affaires et bloquer tout le monde. D'accord. Donc il ne faut pas trop froisser son client. Exactement. En fait. Donc le challenge, l'enjeu pour les marchands e-commerce aujourd'hui, c'est de trouver cet équilibre entre bloquer les fraudeurs, les vrais fraudeurs, et laisser les acheteurs légitimes finaliser leurs achats sans friction et ne pas les bloquer. Alors, on va donner la parole à Stéphanie Biron, qui est intervenue au Web Summit de Lisbonne, si je ne me trompe pas, pour évoquer la responsabilité des banques, justement, sur la question de la lutte contre la fraude. C'était important de revenir là-dessus, Stéphanie Biron ? Oui, tout à fait, parce qu'on parle des nouveaux moyens de paiement qui permettent de faciliter l'achat en ligne. Je pense qu'au-delà du moyen de paiement, il est important de rappeler que derrière chaque moyen de paiement, il y a un utilisateur et il est nécessaire, en tout cas pour les acteurs bancaires ou les établissements de paiement, d'avoir réalisé toutes les vérifications, ce qu'on appelle dans notre jargon bancaire Know Your Customer, donc le process KYC, qui permet de connaître son client, d'identifier d'où il vient, ce qu'il fait, quelle est son identité, et de pouvoir lui prodiguer les moyens de paiement qui sont adaptés à sa situation. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du type d'utilisateur, il faut prévoir des moyens de paiement différenciés ?
Alors, j'irai pas jusque-là, mais par exemple, on le voit dans les banques, notamment quand on a des cartes de paiement à débit différé ou à débit immédiat. Donc, le fait de connaître son utilisateur en termes de comportement va influer sur le type de moyen de paiement auquel il aura accès. Donc, aujourd'hui, la détection de la fraude, je pense qu'il est important. On a plein d'outils technologiques qui nous permettent d'améliorer cette détection. Et je pense à des solutions de liveness où on va faire des checks entre la pièce d'identité et la personne qui demande un service en ligne. Mais la supervision humaine reste encore importante et dans certains cas, seul un œil humain peut vraiment identifier que sur ce cas, on est sur un risque très fort de fraude. Et donc, ça permet d'ajuster les moyens de paiement qui sont transmis à la personne ou donc de bloquer des situations qui sont anormales et de prévenir la fraude. Une réaction là-dessus, Lisa Lashkar? Sur l'œil humain, je pense que la machine est quand même plus efficace que l'œil humain et surtout en termes de connaissances. Avec un réseau de données, on arrive quand même à être plus performant. Et l'œil humain veut dire friction. Et sur un parcours d'achat, on sait que la friction coûte cher aux e-commerçants. Alors, si vous parlez de friction, c'est-à-dire, en fait, c'est ces moments où on veut finaliser notre achat et on se retrouve dans ce processus-là d'authentification, de vérification de notre identité. C'est clairement en train de s'alourdir aujourd'hui. Ça s'alourdit. Puisqu'on a une nouvelle directive européenne qui est désormais appliquée en France. C'est ça, la DSP2. Alors, Cher DSP2. Précisez-nous ce que ça impose et ce que ça change. Alors, la DSP2, c'est une directive européenne qui vise à renforcer la sécurité des paiements en ligne au travers de l'authentification forte. Donc, je pense qu'on l'a tous vécu en achetant en ligne. On a... avant, c'était un on vit code. chacun des choses différentes, hein, parce qu'en fonction oui, selon la banque. des banques, des sites, on n'a jamais la même expérience. Jamais la même chose. Mais avant, ça pouvait être un texto simple avec un code et c'était fini. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, il faut avoir, c'est souvent une redirection vers l'app bancaire. Ça veut dire que vous quittez le site du e-commerçant, vous allez vers votre app bancaire, vous attendez, vous espérez. Là, il faut se connecter. Saisir le mot de passe de son compte personnel. Vous êtes redirigé et si tout va bien, vous finalisez votre achat. C'est long, c'est beaucoup de friction. C'est pas imperméable à la fraude. On voit très bien sur le dark web et on voit chez nous que des fraudeurs arrivent à contourner le 3D Secure. Donc, c'est pas vraiment efficace, mais justement, les nouveaux moyens de paiement sont une bonne méthode pour aller récupérer ces clients qui vont peut-être être rejetés au moment du paiement à cause du 3D Secure. Alors, vous pensez à quels moyens de paiement qui seraient les plus robustes? Les e-wallets, par exemple, comme l'authentification forte est intégrée au wallet, donc vous n'avez pas de 3D Secure à passer, l'étape 3D Secure. Donc c'est un paiement en donc ça, c'est les portefeuilles électroniques qui sont proposés par Google et Apple principalement. Exactement. Bon, ça coûte plus cher aux e-commerçants. Donc encore une fois, une question d'équilibre. Est-ce qu'il vaut mieux payer plus cher une méthode de paiement alternative et récupérer ses clients perdus dû à la friction, aux erreurs techniques de 3D Secure? Donc trouver cet équilibre et aller proposer quand il faut le bon moyen de paiement. Alors, du côté des banques que vous connaissez bien pour avoir bossé, travaillé longtemps avec elles et chez elles, à l'intérieur, tous ces nouveaux process qui sont mis en place et qui alourdissent quand même ces processus d'achat, ça les sécurise aussi, les banques. Ça leur permet d'être moins sujettes à la fraude et donc au remboursement des achats en ligne. Alors oui, tout à fait. On a vu l'avènement de types de paiements qui permettent de protéger les consommateurs, par exemple, de la récupération des codes de leur carte bancaire, par exemple la carte virtuelle. Donc c'est intéressant d'étudier ce cas-là parce que le client peut de manière instantanée, notamment dans le cadre d'une banque en ligne, créer une carte virtuelle, l'utiliser pour un achat en ligne et ensuite la clôturer. Donc ça lui permet d'éviter d'avoir une fuite de ces
d'informations de cartes vers des fraudeurs qui seraient en train de réaliser du phishing sur une page et donc de récupérer les moyens de paiement. Alors là-dessus, Stéphanie Biron, je voulais justement vous faire réagir parce que la carte virtuelle, donc qui consiste à avoir des numéros éphémères finalement de cartes, je trouve que c'est une solution super sécurisée, effectivement, mais qui existe depuis très longtemps. Et pourtant, je ne m'explique pas pourquoi les banques ne les mettent pas davantage en avant, n'en font pas davantage la promotion. Alors effectivement, alors c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense aussi que le paiement en ligne a vraiment eu une forte augmentation au cours de l'année 2020. Je pense qu'on est sur une croissance de 20% des achats en ligne. Aujourd'hui, du coup, on a une adoption de ces nouveaux moyens de paiement qui est finalement très récente et qui a été accélérée par la pandémie. Je pense aussi que les banques traditionnelles, elles font évoluer leur offre de marché, elles sont dans une transition digitale et donc elles font évoluer petit à petit leurs offres et c'est vrai qu'il leur faut un peu de temps pour mettre en place toutes les technologies derrière qui permettent de supporter toutes ces demandes clients. Et alors vous, en tant que FinTech néobanque, vous proposez quoi comme moyen de paiement aux PME que vous adressez directement ? Alors nous, effectivement, on propose des cartes physiques mais aussi des cartes virtuelles et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les créer en quelques secondes. Nos clients, on a réalisé un process de KYC très fort lors de la création du wallet, donc ce qui nous permet de s'appuyer sur la biométrie puisqu'on a développé donc une authentification via soit via Face ID ou Touch ID en fonction du smartphone utilisé, ce qui permet de fiabiliser la commande d'une carte en ligne et d'avoir donc sa carte à disposition en quelques secondes et de pouvoir réaliser son paiement. Et c'est vrai que ces technologies, cette expérience client, elle est possible parce qu'on s'appuie sur des technologies qui sont récentes et qui nous permettent de répondre aux besoins clients. Et donc, on a énormément de clients chez Prismia aujourd'hui qui utilisent ces cartes virtuelles. Sur les cartes virtuelles, je continue à insister sur cette techno qui est vraiment presque la plus basique, la plus simple, qui existe depuis très longtemps. Pour les e-commerçants, c'est tout à fait transparent. Oui, oui. Le moment du paiement, les informations bancaires ne sont pas forcément les plus cruciales quand vous allez détecter de la fraude. Par exemple, on va collecter des centaines de points de données et le numéro de carte bancaire, ça n'en est qu'un. Donc on a vraiment de quoi détecter si c'est un acteur légitime ou un fraudeur bien avant même le moment du check-out. Alors, quels sont ces critères, ces paramètres qui sont étudiés par exemple dans Riskify? Qu'est-ce que vous mettez comme type de critères pour que votre logiciel détecte la fraude en amont? Alors, on va collecter tout ce qui est comportemental, on va faire du device fingerprinting, donc comprendre quel est l'appareil utilisé. On va collecter, on va faire de la détection de proxy. Donc, est-ce que l'acheteur est en train d'essayer de cacher son identité ou pas? Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que chez Riskify, aujourd'hui, on travaille avec des centaines de marchands dans le monde. On traite des transactions qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc, si un de ces points de données est lié à de la fraude dans ce réseau de marchands, c'est aussi un super bon indicateur de fraude. D'accord. Donc, Et alors, sur le type de moyen de paiement, est-ce que certains posent plus de difficultés que d'autres pour repérer cette fraude de manière automatique? Aujourd'hui, la carte bleue reste quand même le moyen le plus utilisé. Donc, ça serait pas comparer quelque chose de comparable de dire ça. Mais oui, la carte bleue reste quand même ce qui pose le plus de problèmes et ce qui reste le plus facile à pirater et à voler comme information. Et si c'est une carte virtuelle avec un numéro éphémère, on règle ce problème ou pas? Bon, je pense que les fraudeurs arrivent toujours, ils sont toujours une étape devant. Et alors, Stéphanie Biron a évoqué la biométrie, qui semble être aussi une des solutions adoptées massivement pour lutter contre la fraude au e-commerce. Là-dessus, vous pouvez détecter une fraude biométrique? On peut détecter une fraude, non, pas encore. Je ne sais pas les chiffres, mais est-ce que ça représente une vraie part de marché? Je ne suis pas sûre que les fraudeurs ils ont des techniques beaucoup plus faciles pour aller voler, pour aller frauder les sites e-commerce que d'aller s'attaquer à ce marché-là, je pense. Ça reste Stéphanie Biron, vous avez un indicateur là-dessus sur l'utilisation aujourd'hui de la biométrie?
En termes de fraude, usurpation d'identité du coup, nous aujourd'hui, sur les usurpations d'identité, alors je parle de mon cas propre parce que c'est vrai que, on est un peu connexe puisque nous on propose, un compte de paiement et souvent on 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 a énormément d'attaques de fraudeurs, mais parce que les fraudeurs veulent se servir de nos comptes, Mm. Prismea par exemple, pour justement aller détourner de l'argent. Ce qu'on observe, c'est que dans le enfin, les principales fraudes qu'on observe, c'est effectivement usurpation d'identité à l'entrée en relation, faux documents. Donc, du coup, si on n'avait pas, nous, de liveness derrière et d'identification biométrique de la personne grâce à de l'OCR qu'on rapproche aux pièces d'identité récoltées, en fait, c'est vrai que on aurait, on rejette aujourd'hui 50% des demandes d'entrée en relation sur des problèmes d'identité et ou de faux documents. Et 50%, donc, c'est énorme, en fait, hein. oui, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et pour ceux qui arrivent à passer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un filtre à 100%, enfin, et quand je parlais tout à l'heure au début de notre entretien de la partie supervision humaine, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est le cadre réglementaire de l'ANSSI, notamment par rapport aux entrées en relation en digital avec des clients, ils imposent, quel que soit l'outil technologique utilisé, d'OCR ou de check de pièces type document ou justificatif de domicile ou pièce d'identité, nécessite, pour être conforme à la réglementation, d'être vu et contrôlé par un humain. Et nous, on le met en place, ce check humain, parce qu'en fait, souvent, dans le premier filtre technologique, on a peut-être 20% des fraudeurs qui sont très très bons, qui sont passés dans les filtres technologiques et qu'on va identifier par l'expérience humaine. C'est-à-dire que l'humain va être très bon pour aller focaliser sur une situation et des paramètres qui, mis bout à bout, vont créer une situation et le cerveau va pouvoir analyser cette situation et expliquer par l'expérience que ça c'est un fraudeur et qu'il faut et qu'on ne va pas ouvrir le compte. Alors, pour revenir aux différents types de moyens de paiement, il y a aussi, on ne l'a pas encore évoqué, le porte-monnaie électronique, ou le PayPal, en fait, c'est-à-dire de stocker son argent ailleurs et d'aller puiser dans ce coffre et non pas dans son coffre en banque, enfin son compte en banque. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est une méthode pour s'assurer de ne pas se faire pirater sa carte bancaire, de laisser son compte bancaire à l'abri ? Je pense qu'aujourd'hui, les fraudeurs sont capables de tout. Surtout, vous parliez des campagnes de phishing. Je pense qu'on l'a tous vu pendant le Covid. Les campagnes sont de plus en plus sophistiquées. Je crois, même moi qui travaille dans la fraude, à plusieurs reprises, je me suis posé la question et j'ai failli tomber dans le panneau. Avant, il y avait toujours des fautes d'orthographe. On voyait quelque chose clocher. Aujourd'hui, ils sont vraiment bons. Donc... il faut avoir... Et en plus, il y a du social engineering, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un contexte très favorable et très pertinent par rapport à notre réalité. Les plus de 60 ans à qui on envoyait, vous avez un trop perçu de retraite, c'est targeté en plus maintenant. Oui, ils sont très bons, c'est nécessaire d'avoir une solution de fraude, même au moment de la connexion au compte. Et là, c'est la faille humaine. Alors, pour revenir justement sur l'humain, parce que vous disiez toute l'importance, Stéphanie Biron, de connaître son client. Quand on est une néobanque, finalement, on n'a aucune relation directe avec son client. Ça complexifie un peu la chose, non ? Alors oui, effectivement, mais aujourd'hui, Prismea, on a un modèle un peu hybride dans le sens où on va s'appuyer sur les technologies pour, on va dire, répondre aux besoins du quotidien de nos clients. Tout ce qui est très chronophage, tout ce qui demande de la réactivité, de l'instantanéité, tout ce qui est du suivi de ses comptes et de ses principaux indicateurs financiers. En revanche, on a quand même un service client et une équipe d'experts bancaires qui sont en relation avec les clients ou les prospects. Donc soit un appel entrant, donc notamment pour le service client, qui répond sur des horaires précis, assez élargis aux demandes et aux besoins clients. On vient d'obtenir d'ailleurs de l'AFNOR un label service France Garantie, donc qui démontre aussi de la qualité de notre service, et on a des taux de satisfaction très très importants. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les clients ont besoin quand même d'un contact humain,
pas nécessairement physique, mais s'il est en visio ou par téléphone, ça crée déjà une relation. Nous, ça nous permet de mieux les connaître, de comprendre quelle est leur activité et d'ajuster aussi les critères de monitoring de leur flux qu'on met en place, parce qu'il est évident que une fois que le prospect a passé la barrière de l'entrée en relation, donc on pense que c'est un client sain et il vit sa vie au sein de Prismea, mais on a des checks, des monitorings de ses flux, de ses comportements, des virements, des paiements qu'il réalise, et donc il peut y arriver que certains clients soient sous surveillance parce qu'il y a des transactions qu'on ne va pas comprendre. Et donc, du coup, en fonction, cette connaissance humaine du client mixée avec ce monitoring via des outils technologiques va nous permettre en fait finalement de scorer les clients et puis de leur permettre d'avoir accès à des peut-être plafonds ou des seuils plus importants si on estime Stéphanie. Merci Stéphanie, là, parce que là vous êtes en train de nous raconter toute votre histoire de votre solution. C'est pas l'objectif. Je crois qu'on a fait le tour un peu de la question du lien entre le moyen de paiement et la fraude. On voit vraiment où sont les failles aujourd'hui et les nouveaux moyens de paiement quand même qui arrivent comme des solutions. On a évoqué la biométrie, les e-wallets qui peuvent apporter des réponses. Merci à toutes les deux, Lisa Lachka, directrice du développement commercial France chez Riskify, et Stéphanie Biron, cofondatrice présidente de Prismea. À suivre dans Smart Tech. Alors d'abord on fait une petite pause et puis on se retrouve pour donner un coup de pouce à la diversité dans la tech.